Donc voilà, la formation aujourd'hui, donc c'est sur l'importation des notices en format marque. Certains peut-être on l'a déjà utilisé puisque depuis la rentrée, quand même, vous êtes nombreux à importer les notices de format marque des bases de données. Donc on avait pu explorer un peu l'outil d'Ancoa pour importer les notices en format marque. On va voir aujourd'hui en gros 4 parties. Là, j'ai plus mon ordre du jour qui est affiché, mais je ne sais pas si je peux l'afficher ici. Non. Mais on va voir l'importation d'un nouveau fichier, comment l'importer quand c'est un nouveau fichier de notice. On verra après la mise à jour de notice, donc avec les règles de concordance pour écraser des notices et pas forcément créer de doublons. Et on verra ensuite comment exporter vos notices à vous. C'est plutôt dans le but d'exporter les notices, de pouvoir les modifier peut-être avec MarkEdit et après de les réimporter dans Koa. Donc on va voir ces 4 parties-là, puis MarkEdit, si on a un peu de temps, on l'approfondira un peu. Donc n'hésitez pas à m'interrompre pendant la formation si vous avez des questions. Je vais commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer un peu pour les bases de données. Je pense que vous en avez de plus en plus auxquelles vous êtes abonnés et de plus en plus de bases de données mettent à disposition les notices en format marque. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment importer un nouveau fichier de notices. Donc là, je ne parle pas de mise à jour et de règles concordance. Donc ça, c'est des notices que vous avez jamais importées dans Koa. Donc c'est la première fois. Donc c'est l'étape la plus simple d'importer des notices en format marque. J'ai mis il y a un wiki sur le site de la communauté qui s'appelle non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Je vais revenir. Qui se trouve dans la page des outils, qui est récupérer les notices marques des bases de données. Donc là, j'en ai mis 5 pour l'instant. C'est les 5 que j'ai testés. Il peut y en avoir d'autres aussi. S'il y en a certaines que vous êtes abonné, qui n'est pas dans la liste et vous voulez savoir comment récupérer les notices en format marque, vous pouvez me le demander, puis je rajouterai de l'information là-dessus. Celui que j'ai pas mis, qui pourrait être intéressant, non, là je vois pas là vite fait, mais il peut y en avoir d'autres, c'est sûr, de plateformes qui proposent les notices en format marque. Donc pour chaque base de données, j'ai expliqué comment faire pour les récupérer. Donc elles sont toutes différentes, chaque fournisseur fait différemment. Je vais pas faire les 5 ce matin, mais je vais vous montrer juste comment ça se passe sur les sites pour vous y retrouver. Donc Curio, en fait, vous pouvez aller sur le site de Curio, mais il y a aussi un lien que vous pouvez garder dans vos favoris, qui est un lien ici. C'est un fichier en .mrc qui est mis à jour tous les matins à 8 heures avec les nouvelles notices. On en parlera tantôt avec les règles de concordance pour comment faire pour mettre à jour ce fichier-là. J'avais au début trouvé une solution en choisissant, en extrayant de ce fichier-là les notices du mois en cours. Donc je vous avais proposé chaque mois de vous donner un nouveau fichier avec les notices du mois. Sauf que, entre-temps, Curio avait changé leur façon de faire, de cataloguer les notices, et donc il n'y avait plus la date qu'on pouvait se référer pour trouver les nouvelles notices. J'ai toujours pas trouvé comment faire pour que ce soit le plus simple pour vous. La seule chose, c'est de prendre le fichier. Par exemple, là, si je vous montrais tantôt, mais je l'ai importé hier sur la formation, donc avec les notices du 17 décembre. En le prenant aujourd'hui, ben, en général, il y a des nouvelles notices chaque jour, donc ça varie pas, c'est pas 100 notices par jour, mais ça varie entre 1 et 10, je pense, à peu près, de nouvelles vidéos qui sont disponibles sur Curio par jour. Donc, quand vous allez euh, réenregistrer le fichier, retélécharger le fichier, la solution qui va être le plus facile, c'est de faire une règle concordance sur le fichier Curio et de pouvoir écraser les notices et pas forcément en importer des nouvelles, des doublons. Le problème, c'est que ce fichier-là, il est quand même assez volumineux. Là, il comporte 2800 notices, je pense. Donc, c'est une étape qui sera un peu plus longue parce que quand on va appliquer une règle concordance sur 2800 notices, ben, ça va être un peu plus long dans Koa à effectuer, alors que si on avait un fichier de notices pour le mois en cours, ça serait plus simple.
l'équipe de Curio est en train de mettre en place un système pour avoir un fichier mensuel de notices. Ils m'ont dit que ce serait sûrement en janvier, que ce serait disponible. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Euh, donc il faut voir, soit vous importez une fois le fichier, donc là il y a 2800, puis après vous pouvez attendre soit que Curio mette en place un système de fichiers mensuels, ou alors comme on le verra tantôt, de mettre à jour en faisant une règle concordance pour pas créer de doublons. Donc pour Curio, c'est un lien vers un fichier. Pour, pour Delibris, c'est une page, vous avez accès ici quand vous êtes connecté même pas connecté en fait, c'est juste sur Delibris, c'est accessible. Vous avez plusieurs fichiers, donc si c'est la Bibliothèque numérique canadienne française, vous avez toutes les notices aussi qui sont disponibles pour quand vous téléchargez pour la première fois. Et après, vous avez des fichiers de mise à jour qui sont mis à jour. Alors, je ne sais pas la fréquence de la mise à jour. Maintenant, j'ai un doute sur la fréquence. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin comme Curio de réimporter toujours le fichier. Vous pouvez prendre le fichier de mise à jour. Je pense que c'est des mises à jour trimestrielles, si je me souviens bien. Je me souviens plus ce que j'ai marqué, mais euh, il me semble que le prochain fichier sera disponible en janvier. Maintenant, il faudrait que je relise là, mais je le mettrai dans mon document pour être sûr. Donc c'est ici sur la page, vous avez le lien dans le wiki pour accéder directement à la page des notices. Vous avez d'autres notices aussi en anglais, mais si vous voulez prendre que les bibliothèques numériques canadiennes, françaises, vous avez le lien ici pour le fichier marque. Donc c'est toujours là, c'est un fichier zip, et dans le dossier zip, vous aurez le fichier en format marque. J'avais pas vu, je vais accepter des personnes, désolé. Je vais faire en sorte que les gens se connectent. Je vais juste accueillir les deux personnes et puis je vais reprendre le cours de ma formation. Bonjour Maude, je n'avais pas vu que vous y étiez connecté. Bonjour Sylviane. Donc j'ai activé vos micros et votre zone de clavardage. Donc, j'ai commencé la formation, mais ça fait juste 5 minutes. J'ai pas vraiment montré de quoi encore. Là, je suis en train de parler des différentes bases de données sur lesquelles vous pouvez récupérer des fichiers de notice marque. Donc là, c'est Delibris. Je ne sais pas si tout le monde est abonné, mais c'est sur cette page-là que vous pourrez télécharger les notices, donc un fichier global et puis un fichier de mise à jour. Ensuite, vous avez CVE. Alors CVE, c'est pas que c'est un peu plus compliqué, mais il faut faire attention dans le fond comment vous êtes connecté quand vous arrivez sur le site de CVE. Là, par exemple, je suis avec le proxy de Lévis, donc je suis connecté en proxy, mais comme je suis connecté avec l'adresse IP, si je vais dans catalogue, là, j'ai pas le lien pour télécharger les notices marques. Donc, il faut vraiment se connecter avec son compte administrateur. Donc là, je vais me déconnecter. Puis, Sylvie, j'utilise tes mots de passe encore. Mais en me connectant avec un compte administrateur chez CVE, là, à ce moment-là, en allant dans l'onglet catalogue, j'ai ici le lien, le catalogue est disponible en format marque ici. Donc là, j'arrive sur une nouvelle page et là, je peux après filtrer, donc ce qui est bien parce qu'on peut filtrer pour avoir par exemple que le collégial sur une période. Donc je peux avoir toute l'année, pour la première fois, tout le fichier. Et après, sélectionner par exemple juste le novembre ou décembre si j'ai pas téléchargé depuis le fichier. Euh, donc ça c'est pratique là pour CVE, c'est la forme la plus pratique pour les notices en format marque. Le préfixe URL par contre, je vous conseille pas de l'utiliser si vous avez un proxy si vous voulez modifier les adresses URL dans la zone 856 pour le lien vers la notice, si vous voulez rentrer comment dire, oui, l'entête du proxy. Si vous écrivez par exemple ici, si j'écrivais proxy Lévis, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça va le rajouter au lien CVE. Donc ça va pas remplacer le lien de la notice CVE. On pourrait le montrer, on pourrait faire un test, mais
ça va le rajouter en plus. Donc, de toute façon, il faudrait que vous passiez avec MarcEdit pour modifier vos 856. Donc, ça sert à rien de le remplir. Ça va pas vous aider pour le fichier. Il faudra de toute façon travailler avec MarcEdit. Donc, on peut créer les fichiers à ce moment-là ici, mais je pourrais prendre tous. Je vais prendre juste le mois de décembre, par exemple, et le créer. Donc, ça, c'est en train de créer un fichier. Là, il y a 355 notices. Je vais l'enregistrer pour plus tard. Donc ça, c'est pour CVE. Ensuite, je pense que je parle de Érudit. Érudit, je l'ai ici. Alors Érudit, là je suis connectée avec c'est Anne-Gaëlle qui m'avait donné ses logins, mais c'est pareil, ça marche avec un compte pour pouvoir accéder à la zone client et pouvoir télécharger les notices en format marque. Donc vous avez ici après un lien pour le format marque des notices. Donc pareil, là je vais me connecter, puis vous avez le fichier ici. Je vais l'enregistrer des notices, mais c'est aussi un fichier global. Il n'y a pas de mise à jour. En tout cas, j'ai pas trouvé pour faire les mises à jour. Donc, pareil, il faudra utiliser une règle concordance si vous voulez euh, rajouter d'autres notices, des nouvelles notices d'érudits. Euh, voilà pour ce érudit. Puis enfin, le dernier, c'était l'ONF. C'est le dernier que j'ai rajouté il n'y a pas si longtemps. Là, pareil, c'est un compte que vous devez avoir, mais ça peut être un compte. Là, je suis connectée avec le proxy d'Alma, mais après, j'ai créé un compte, pas forcément administrateur, mais il faut quand même avoir un compte pour accéder aux notices marques. Donc, dans mon compte ici, j'ai un lien notice marque et je peux télécharger donc la version la plus complète. Donc, c'est au 1er octobre. Et après, donc ça, ce sera toutes les notices jusqu'au 1er octobre. Et après, je peux juste avoir un fichier par trimestre de juillet à octobre. Et le prochain fichier disponible, donc en janvier, vous aurez un fichier pour octobre, novembre, décembre qui sera disponible pour les nouvelles notices trimestrielles. Euh, tous ces fichiers-là, quand vous les téléchargez, si vous les importez directement dans Koa, ils vont être directement en UTF-8. Donc, vous verrez de quoi je parle tantôt, sauf pour Delibris, qui lui est en marque 8. Donc, c'est juste à le prendre en note parce que ça peut vous donner des erreurs d'encodage par la suite. Mais c'est marqué dans le wiki. Oui, une question. Oui, Est-ce Marjorie. que c'est réservé aux abonnés de campus? Oui, pour l'ONF, Joanne. Euh, mhm. Euh, c- euh, Toi, t'as pas d'abonnement campus dans le fond? Ou est-ce que mais je pense que effectivement, ça doit être réservé quand tu es abonné à campus. Mais je sais pas, Cynthia, si tu as la réponse. Mais moi, le compte, je l'ai créé avec mon adresse du CCSR, donc je suis pas forcément abonné campus. Mais comme j'étais connectée, j'ai un doute là. Il faudrait que je vais je vais prendre en note. Je sais pas si d'autres personnes ont la réponse, peut-être. Je vais vérifier de mon... Euh, mais je sais plus maintenant. Effectivement, faudrait que je vérifie s'il faut avoir un abonnement campus pour avoir accès aux notices en format marque. Je vais me renseigner, Joanne. Euh, je vais continuer. Donc, ce que je vous disais, c'était pour le format donc UTF-8 ou Mark 8, ça peut vous poser des problèmes d'encodage. Donc, je le marque à chaque fois dans le wiki, mais il n'y a que des libris qu'il faut importer en format Mark 8 quand vous l'importez directement de la plateforme Akoa. Si vous modifiez avec MarcEdit, à ce moment-là, on fait en sorte de toujours le compiler en UTF-8 pour pas avoir de problème. Mais si jamais vous prenez le fichier Delibris tel quel et que vous l'importez dans Koa, vous verrez, vous aurez des problèmes d'encodage si vous passez pas par Mark 8. Donc voilà, c'est ça. Pour ça, je voulais montrer les différentes, les plateformes, en tout cas qui sont disponibles pour les fichiers de notices. Je ne parle pas de SDM, mais je sais que certaines personnes importent des notices de SDM, mais j'ai pas d'accès, donc je peux pas vous le montrer. J'ai pas d'abonnement à SDM pour les notices, mais si vous êtes abonné à SDM,
savez déjà comment le récupérer. Je pense que depuis le début, vous devez récupérer des notices de SDM pour les importer dans votre catalogue. Je vais vous montrer maintenant vraiment comment importer un fichier de nouvelles notices, donc qui vient d'une plateforme, qui a été modifié ou pas et marqué edit, mais qui est de toute façon en UTF-8, donc pour l'importer. Donc dans Koa, c'est dans la section des outils, télécharger des notices dans le réservoir. Donc quand vous allez télécharger un fichier ici, donc ils vont se trouver dans le réservoir de notices. Si vous avez déjà remarqué, quand vous faites une recherche dans le catalogue, donc je parle vraiment de la section catalogage, j'ai pas de la recherche partout dans le reste de Koa. Si je fais une recherche ici, recherche catalogue, vous avez des résultats qui vous... donc les premiers résultats, puis vous avez toujours un lien ici, 219 réponses trouvées dans le réservoir. C'est parce que c'est par rapport au fichier de notices importé que vous avez téléchargé. Donc vous avez toujours des réponses parce que le fichier, en fait, la notice existe dans le réservoir, donc vous pourriez l'importer comme ça. Donc c'est pour ça le réservoir à quoi ça correspond. Je vais revenir dans ma section des outils. Je l'ai ici. Donc quand on arrive dans la section des outils, télécharger les notices d'un réservoir, vous avez la possibilité d'aller chercher le fichier à télécharger de notices. Je vais aller chercher mon fichier par exemple pour CVE. Donc il y a deux étapes, il y a le téléchargement et après il y a l'importation. Donc vous pouvez toujours télécharger des fichiers et ne jamais les importer. Donc les notices ne seront jamais créées dans votre catalogue. Donc il y a toujours la première étape de téléchargement et je vous verrai qu'il faut bien différencier ces deux étapes pour pas avoir des problèmes par la suite si jamais vous voulez annuler une importation ou annuler un téléchargement, ce n'est pas la même chose. Je vais marquer une note à ce fichier-là. Donc les types de notices, maintenant on peut faire des importations de notices d'autorité. J'ai testé un peu, mais ça fonctionne. Mais c'est si vous n'êtes pas nombreux à avoir, par exemple, accès à Footer Plus pour les notices d'autorité. Donc c'est plutôt rare l'importation de notices d'autorité, puisqu'on l'importe souvent avec Z3950 par le serveur Authorities. Donc, mais il y a la possibilité d'importer des notices d'autorité. Donc là, c'est bibliographique. Donc l'encodage par défaut se met toujours à UTF-8. Donc comme je vous le disais, quand vous importez les notices de l'ONF ou la CVE, vous pouvez le garder en UTF-8, ne pas changer l'encodage, sauf pour Delibris, où là, il faudra choisir Mark 8 pour que ça fonctionne. Maintenant, si vous téléchargez un fichier que vous avez modifié avec MarkEdit, ce sera selon comment vous compilez le fichier MarkEdit, mais moi je vous conseille toujours de le compiler en UTF-8. Dans Koa, c'est ce qui marche le mieux. Donc là, je le laisse en UTF-8. Là, je m'occupe pas des règles concordance puisque c'est la première fois que je télécharge ce fichier-là. On verra après comment appliquer une règle de concordance pour ce fichier, par exemple. Vérifier les données d'exemplaires. Donc là, comme c'est un fichier qui vient de l'extérieur d'une base de données, il n'y a pas d'exemplaires dans ces notices-là. On va parler d'exemplaires quand c'est des notices qui viennent soit de votre catalogue ou d'un fichier avec MarkEdit que vous aurez modifié pour créer des exemplaires. Là, je vais quand même vérifier les données d'exemplaires, même si je sais qu'il n'y en aura pas à vérifier. Mais on verra après comment importer des exemplaires. Donc, je vais télécharger dans le réservoir. Donc là, je télécharge le fichier, ça c'est la première étape, qui peut se faire plus ou moins rapidement selon la taille du fichier. Là, comme il n'y avait que 335 notices, c'est allé assez vite, mais c'est possible que ça peut durer longtemps si vous avez plus de 2000 notices, par exemple, dans le fichier, mais ça aboutit normalement toujours, à part s'il y a une erreur d'encodage. Si vous voyez que la barre n'avance pas dans le téléchargement ou dans l'importation, c'est qu'il y a une notice qui pose problème et qui est mal encodée, ou il y a des fois un caractère qui pose problème. Le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'on ne voit pas, ça ne nous dit pas, c'est la notice 882 qui pose problème. Donc il faut aller essayer de trouver quelle notice pourrait causer problème ou alors partager le fichier en plusieurs. C'est un peu fastidieux, mais il n'y a pas de solution pour l'instant quand on a quand l'importation ne fonctionne pas. C'est souvent qu'il y a un problème d'encodage dans une notice, mais on n'a pas moyen de savoir quelle notice est en faute.
Donc là, j'ai fait ma première étape, mes notices sont téléchargées, mais elles ne sont pas encore importées. Là, elles sont juste dans le réservoir. Donc il y avait 335 notices dans le fichier. Il y en a zéro qui n'avait pas qui avait aucune avec des erreurs. Donc il y en a 335 qui ont été téléchargées vu qu'il n'y avait pas d'erreur. Comme j'ai pas cherché de correspondance, j'ai pas de résultat de concordance. Zéro notice trouvée téléchargée dans le réservoir, en fait c'est une erreur de traduction, il faudrait que ce soit marqué exemplaire. Ça c'est quand vous téléchargez des fichiers avec des exemplaires. Ici ça vous indiquerait le nombre d'exemplaires qui était dans le fichier. Là il y avait zéro exemplaire dans ce fichier-là, donc c'est normal vu que ça vient de CVE. Donc ma première étape est faite. Là, je pourrais aller directement dans gestion des notices téléchargées, mais je vais vous montrer comment retrouver le fichier dans l'outil gestion des notices. Donc je suis allée vite là, mais c'est ici gestion des notices téléchargées ou alors sur la page des outils, vous l'avez juste en dessous, gestion des notices téléchargées. Donc là, on a le tableau des fichiers qui sont téléchargés avec donc ceux qui ont été faits auparavant, ceux qui sont en cours, et puis il y a plusieurs statuts. Donc là, donc ça c'est le numéro identifiant donné par COA. Là, le nom du fichier, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, on va rentrer dans le fichier pour l'importer. Là, les commentaires que j'ai inscrits tout à l'heure, le type de notice. Là, le statut actuel, donc c'est téléchargé, la date du téléchargement, combien de notices, et s'il y avait des exemplaires, j'aurais ici le nombre d'exemplaires. Et là, vous avez une action effacer. L'action effacer, ça sert en fait à comme nettoyer le réservoir de ce fichier-là. Donc si je fais effacer, tant que le statut est téléchargé, quand je vais cliquer sur effacer, en fait, ça va effacer ces notices-là du réservoir. Mais ça ne va pas annuler l'importation, par exemple. Là, j'ai que des... Ouais. Par exemple, ce fichier-là, il y a un statut importé. Si je clique sur effacer, ça ne va pas annuler l'importation, ça va juste effacer le fichier du réservoir. Le problème, c'est que si vous vouliez annuler l'importation et que vous cliquez d'abord sur effacer, après vous n'avez plus moyen d'aller annuler l'importation. Donc bien faire attention à ce que vous voulez faire, mais je vais vous montrer sur ce fichier-là, je n'ai pas besoin. Donc là, c'est un statut importé. Donc là, importé, ça veut dire que la notice a été créée dans COA. Si je clique sur effacer ici, donc là, j'ai quand même un avertissement, mais avec l'opération est irréversible. Je vais quand même le faire. Donc mon fichier est toujours là, il sera toujours dans la liste ici, mais les notices sont plus dans le réservoir. Maintenant, si je voulais annuler l'importation, quand je vais rentrer dans ce fichier-là, comme il n'y a plus de fichier sur le réservoir, ben, je ne peux plus annuler l'importation. Donc bien faire attention, si vous voulez annuler l'importation, il faut, je vais revenir, il faut pas passer par ce fichier, ce bouton effacer quand vous voulez annuler une importation. Si vous voulez effacer un fichier téléchargé, vous pouvez, mais pour annuler une importation, il faut rentrer dans le fichier. Donc je vais en prendre un autre. Par exemple, celui-ci qui est importé. Si je veux annuler l'importation, je rentre dans le fichier. Et là, j'ai le bouton annuler l'importation. Vu que mon fichier n'est pas encore effacé du réservoir, je peux annuler l'importation. L'annulation de l'importation, ça fait vraiment une annulation, c'est-à-dire ça supprime la notice si elle a été créée. Donc cette notice-là a été créée, vu qu'il n'y avait pas de concordance, on peut aller la voir. La notice existe ici. Il y a des exemplaires qui sont créés. Si je fais annuler l'importation, ça va supprimer la notice qui a été importée. Donc ça revient vraiment à zéro de ce qui s'est passé. Donc là, il y a marqué le nombre de notices. Ah, voilà, j'ai pas pu le supprimer parce qu'il y a un exemplaire qui était en prêt. Effectivement, je n'ai pas fait attention à ça. Mais on ne pourra pas supprimer un exemplaire qui est en prêt. Je vais juste faire le retour. Ok. Donc, si je reviens maintenant ici, est-ce que je vais pouvoir maintenant le réannuler? Il faudrait que je le réimporte pour que je le réannule. C'est un peu bête. Bon, je vais juste le faire pour vous montrer. Je vais annuler l'importation. Donc là, l'importation, le nombre d'exemplaires supprimés. Bon, j'ai toujours un document. Il est resté en prêt. Je pense que ce n'est pas mis à jour. C'est pas un bon exemple là, que je vous donne.
On va en trouver un autre, mais c'est ce que je voulais vous montrer, c'est pour annuler une importation, il faut vraiment rentrer dans le fichier pour aller trouver ce bouton-là ici qui est annuler l'importation. Alors je vais vérifier que ma notice elle est normale. Donc là c'est un document, il y a un exemplaire, mais là il n'est pas en prêt, donc ça devrait fonctionner. J'annule l'importation. Donc l'importation a réussi. Je sais pas pourquoi il marque toujours un document en prêt. Bon. C'est bizarre. Faudrait que je vérifie, mais là, il n'était pas en prêt, mon document, en tout cas. C'est vraiment par ce bouton-là que vous pouvez annuler l'importation. Là, ça ne vous donne pas d'exemple précis, là, mais si ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment la différence entre effacer un fichier téléchargé et annuler une importation, parce que je sais que on a eu déjà cette erreur-là. Je ne sais plus qui avait eu ce problème-là, mais ça peut être problématique. Oui, il y a une question. Anne-Gaëlle. Je sais pas si tu as un micro ou si tu veux utiliser la zone de clavardage ou tu n'avais pas de questions. Si. En tout cas, je t'entends pas si tu parles. Ah. Ok. Est-ce que pourtant j'ai activé ton micro? Il faut que tu cliques sur le bouton vert là si tu veux parler. Ok. C'est quoi la différence avec nettoyer? C'est ça. Entre nettoyer et annuler, nettoyer le fichier. Donc là là maintenant celui que j'ai annulé tout à l'heure. Donc j'ai annulé l'importation de ce fichier-là. Maintenant, il a un statut annulé. Je peux ensuite l'effacer. Donc ça veut dire que quand j'efface, c'est que j'enlève le fichier du réservoir. Annuler l'importation, c'est que j'enlève la notice de la base de données. Donc je la supprime vraiment de votre catalogue. Donc annuler l'importation, ça va supprimer la notice du catalogue. Effacer le fichier, c'est que ça va enlever le fichier du réservoir. Même s'il va rester dans la liste ici, ça veut dire que les notices qui sont dans ce fichier-là ne vont plus être considérées dans le réservoir. Donc ils vont être, ces 4441 notices ne seront plus dans le réservoir. Est-ce que tu comprends mieux? Ok. Donc c'est bien faire la différence parce que si ça peut arriver que si vous allez trop vite, par exemple, là si j'ai importé les notices de Curio hier, si je clique sur effacer, j'aurai plus la possibilité d'annuler l'importation, alors que s'il y avait des problèmes dans les notices et que je voulais pas finalement les avoir, ce sera trop tard. Il va falloir que je joue sur des règles de concordance pour être sûr de ne pas en créer des doublons quand je vais réimporter le fichier. Donc bien faire attention à ça. Vous pouvez de toute façon ne jamais annuler une importation, ne jamais effacer les fichiers. C'est pas obligatoire d'effacer les fichiers du réservoir, mais c'est juste pour vous si pour que ce soit plus clair et puis que vous vous y retrouvez, pour être sûr de ne pas faire d'erreur d'importation sur un fichier qui finalement aurait dû être nettoyé. Vous pouvez les effacer au fur et à mesure si jamais vous importez pas les notices ou si vous annulez les importations. Donc là, je reviens sur mon fichier CVE que j'ai téléchargé, donc il est toujours, il n'est pas importé encore. Là, j'arrive dans une section où je peux appliquer une règle concordance, même si j'aurais appliqué une règle concordance au tout début, je peux, au cas où, si je suis pas satisfaite du résultat de ma règle concordance, en réappliquer une nouvelle et puis une nouvelle encore. Je peux toujours appliquer une règle avant d'importer jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon résultat. Là, j'applique pas de règles parce que c'est la première fois que j'importe le fichier. Donc, je vais importer le fichier dans le catalogue. Ici, je peux avoir un aperçu en fait de la notice en format marque. Quand je clique ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et j'ai le format marque qui apparaît. Donc, si je veux faire une vérification d'une notice en particulier, je peux le voir. C'est ici, s'il y avait des problèmes d'encodage sur les accents ou sur des caractères comme des caractères de ponctuation, vous le verriez ici aussi s'il y avait des problèmes. Si vous voyez des problèmes de caractère ici, je pourrais vous montrer tantôt, vous avez juste à effacer le fichier puis à recommencer une importation. Donc effacer le fichier du réservoir et ne pas faire l'importation, mais effacer le fichier du réservoir et puis le télécharger en utilisant une autre règle d'encodage. On ne peut pas à ce niveau-là changer l'encodage du fichier qu'on a téléchargé, même s'il n'est pas encore importé. Il faut vraiment réimporter une nouvelle fois le fichier pour appliquer un autre encodage caractère si ce n'était pas le bon.
ici, vous avez donc les pages, vous pouvez circuler dans les différentes pages. Le statut donc est téléchargé, pas de concordance parce que j'ai pas appliqué de règles. La notice est différente, ça va se remplir une fois que l'importation sera faite avec le numéro de la notice qui sera créé. Quand vous ajoutez des notices, donc là c'est le cas, je vais ajouter des notices. Là, je ne mets pas à jour, mais j'ajoute. Donc c'est bien faire attention à ce mot-là parce qu'on pensait qu'on mettait à jour. Mais quand on ajoute des notices dans le catalogue, donc pour les nouvelles notices, vous pouvez choisir la grille dans laquelle il va être. Quand vous mettez à jour des notices avec des règles concordance pour écraser des notices qui existent déjà dans votre catalogue, ça ne prendra pas la grille que vous allez sélectionner. Donc c'est vraiment pour les nouvelles notices, vous pouvez choisir une grille. Sinon, il me semble que ça prend la grille par défaut. Donc vous pouvez choisir à ce moment-là une grille, mais sinon ce sera la grille par défaut. Donc là, j'ai plus rien à vérifier. Je peux importer mon fichier, donc de 335 notices. Hop là. Donc là, pareil, si selon la grosseur du fichier, ça peut être plus ou moins long. Là, c'est assez rapide. Donc l'importation a réussi. Nombre de notices ajoutées, 335, puisque il n'y avait pas de règle de concordance qui aurait pu en ignorer. Donc maintenant, j'ai ma notice ici qui le numéro de la notice qui a été créée, que je peux aller voir. Différence, en fait, ce serait quand il y aurait des règles de concordance pour voir la différence entre la notice importée et la notice créée, mise à jour plutôt. Donc là, j'ai ma notice qui a été importée telle quelle, qui vient de CVE. Donc quand je reviens dans mon fichier, mon dossier de gestion des notices, là maintenant le fichier a un statut importé. Et je peux, si jamais je me suis trompée, je peux toujours annuler l'importation. Tant que le fichier est présent dans le réservoir, je peux annuler l'importation, ce que je vous expliquais tantôt. Donc là, l'annulation a réussi. Donc les nombre de notices supprimées, 335. Et donc là, j'ai plus de numéro de notice. La notice qui était ici, si je recharge, il va dire qu'elle n'existe pas puisqu'elle vient d'être supprimée. Donc ça, c'est l'importation classique d'un fichier de notice avec l'outil. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, sinon je vais continuer sur comment mettre à jour des notices. Pas de questions. Pas de questions. Donc, hier, par exemple, si on regarde ici, hier j'ai téléchargé le fichier donc, du 17 décembre des notices Curio. Donc les notices Curio, il y en a 2884 en date d'hier. Ce matin, j'ai recliqué, en fait je pourrais le faire avec vous, mais je suis allée rechercher le fichier Curio et je l'ai enregistré. Et donc je voudrais mettre à jour. Mais je ne sais pas s'il y en a combien il y en a de nouvelles entre hier et aujourd'hui. Bon là je sais qu'il y en a deux parce que j'ai fait le test tantôt, mais je peux pas le savoir, c'est pas écrit sur le site de Curio, puis j'ai pas d'informations pour savoir combien pour la journée de. Je vais revenir ici. Pour la journée d'hier de notices ont été rajoutées. Donc il va falloir que j'applique une règle concordance parce que je pourrais importer le fichier si vous voulez, vous pouvez l'importer, sauf que ça va créer des doublons. Si vous ne faites pas de règle concordance, ça va créer des doublons automatiquement. Ça ne va pas écraser les anciennes si vous n'appliquez pas de règle de concordance. Donc pour éviter d'avoir des doublons de notices, surtout de 1800, ce serait vraiment plate. Je vais faire en sorte d'appliquer une règle concordance pour que juste les nouvelles notices soient importées. Pour les règles concordantes, ça va se trouver dans la section administration. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, vous avez ici dans la colonne catalogue un lien qui s'appelle règles concordance. Et par défaut, vous devez en avoir deux si vous n'en avez pas créé des nouvelles, mais par défaut, il y a une règle sur le ISBN et le ISSN. Pour ceux qui utilisent SDM, vous utilisez déjà ISBN pour mettre à jour pour importer des notices ou mettre à jour des notices. Je sais que, je ne sais pas si Anne est là ce matin, mais à Rosemont, par exemple, elle crée la notice aux acquisitions et après elle met à jour sa notice avec une notice SDM en utilisant la règle concordance sur l'ISBN. Juste pour vous mentionner que si vous utilisez cette règle de concordance-là, on va voir, il y en a d'autres de possibles,
ça va pas prendre en compte, par exemple, si vous, dans votre notice d'Ancoa que vous voulez mettre à jour, il y a l'ISBN inscrit juste dans le dollar $A, mais dans le fichier que vous importez, le champ d'ISBN a le ISBN suivi des mentions de relure, donc broché ou relié. Donc ça va être entre parenthèses BR ou REL à la suite de l'ISBN. Si vous avez cette mention-là dans votre fichier que vous voulez importer, la règle concordance va pas, ben, il ne trouvera pas de concordance parce que il faut vraiment que l'ISBN soit exact. Il faut que le champ soit exact, exactement pareil entre votre notice et le fichier importé. Donc ça peut être handicapant. Je sais que Anne avait créé un ticket sur Redmine et puis dans la version, je ne sais plus si c'est 3.14 ou 3.16 de la version internationale de Koha, ce problème-là a été réglé pour choisir comment on veut faire la concordance, si on veut que le numéro d'ISBN ou tout le champ qui est compris dans le dollar $A. Donc on pourra régler ce problème-là. Mais là, au moins aujourd'hui, je vais vous parler des règles de concordance plus sur le titre et sur le numéro de notice. Celle qui est le plus fiable comme règle de concordance, c'est le numéro de notice quand vous voulez mettre à jour des notices, par exemple pour Curio, mais si vous ne modifiez pas la 001. La 001, donc c'est le numéro de la notice quand vous créez une notice dans Koha. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous savez, quand vous créez une notice dans Koha, au moment de l'enregistrement, il y a un numéro qui va être attribué par Koha. Je vais faire une... Oui, je vais... Oui, Joanne qui mentionne, chez nous, la 001 n'est pas unique. N'est pas unique dans... Attends. Attends, je vais revenir sur mon... elle est pas unique. C'est-à-dire que tu peux trouver des champs, des notices qui ont le même numéro 001. Là, je l'avais pas compris comme ça la dernière fois, je pense, tu m'avais dit. Est-ce que tu sais de quoi ça peut venir? Parce que, ou alors c'est des notices qui ont été importées avec, qui auraient le même numéro qu'une notice. Ah, c'est bizarre. Parce que, en tout cas, quand la notice est créée dans Koha et le numéro va pas être, ne sera pas dupliqué, peut pas être, ce sera toujours un nouveau numéro. Euh, Est-ce que, attends, j'essaie de comprendre comment le numéro pourrait ne pas être unique. Alors, c'est des notices importées, par exemple à l'ONF, leur notice qui avait le même numéro. Elle mentionne que Je vais les aller. 001 de CVA avaient le même numéro que d'autres déjà dans leur banque. Ah, ok, ok. Ben, remarque, je pourrais le voir. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, on appliquera une réelle concordance sur le titre. Là, je disais que c'est la plus fiable, c'était la 001, mais effectivement, dans ce cas-là, c'est plate. Bon, je sais. Là, maintenant, je sais pas quoi vous dire là-dessus, mais dans l'exemple que je voulais vous montrer, c'était sur les notices curieux, par exemple, vont avoir un numéro dans la 001. Et puis quand vous avez importé une première fois le fichier, quand vous voulez mettre à jour, si vous ne modifiez pas la 001, vous allez pouvoir l'utiliser pour créer une règle de concordance là-dessus. Je vais vous montrer juste comment la règle de concordance se crée. Maintenant, j'ai un doute sur l'application que ça peut être avec CVE par exemple ou avec des catalogues où il y a la 001 et pas unique, mais on le verra après la règle de concordance, la règle de concordance sur le titre. Donc vous pouvez rajouter des règles de concordance. C'est un peu, j'ai pas encore percé tous les mystères des règles de concordance. C'est un peu compliqué encore pour moi, mais vous pouvez en régler. Je vais vous expliquer le fonctionnement de base de ces règles de concordance là. Donc quand vous créez une règle, il faut toujours qu'elle ait un code. Donc là, je l'ai appelé number, mais ça aurait pu être numéro. Là, je l'ai mis en anglais, mais il n'y avait pas forcément de raison. Mais
pensez toujours qu'un code, que ce soit pour une code de valeur autorisée ou un code de localisation, c'est toujours peu de caractères, donc et en majuscule de préférence pour s'y retrouver, mais c'est surtout qu'il faut pas que ça dépasse un certain nombre de caractères, sinon ça peut causer des problèmes. Après la description, vous pouvez inscrire ce que vous voulez, donc le numéro de notice. Le seuil de concordance, ça va être à quel moment la concordance va dire OK, c'est bon, cette notice-là atteint le seuil de concordance. Donc là, je l'ai mis à 1000, mais ça peut être à 100, c'est selon, ça n'a vraiment pas de rapport, je vais le modifier par exemple. Donc ça veut dire que on va rajouter à chaque point de concordance, s'il y en avait plusieurs, je peux rajouter un nombre de points. Et puis quand il arrive au seuil de concordance, quand il arrive à 100 points, donc ça veut dire que le match est parfait, la concordance est parfaite et donc le système va valider qu'il a trouvé la notice. Là, j'ai juste rajouté un point de concordance, c'est sur le numéro de contrôle. Je vais modifier mon score avant d'oublier. Donc, le premier point de concordance, sur quel index de recherche on veut le faire. Donc, si c'est sur le numéro de contrôle, l'index est control number. Si c'est sur le titre, on le verra tantôt, c'est sur TI. Si c'est sur l'auteur, par exemple, ça va être AU. Si c'est sur le sujet, c'est SN, de mémoire. Il faut trouver l'index de recherche. Donc, pour connaître les index de recherche, vous avez je l'ai en lien quelque part, là, mais c'est dans la documentation internationale, mais je sais que je vous ai mis le lien sur le site de la communauté. Donc, ce sont les différents index de recherche qui peuvent être utilisés. Donc, TI pour titre, donc ISBN, NB, et le sujet, SUNA, et celui que je voulais vous montrer, le control number, il ne va pas être là, mais je sais qu'il existe, mais il n'était pas inscrit ici. Donc, c'est les différents index que vous pouvez utiliser, oui. Oui, question d'Anne-Gaëlle. Existe-t-il un article sur les règles de concordance, puisque ça nous Oui, j'ai paraît un peu créé un... complexe? Oui, oui, je pense que c'est vrai que c'est un peu complexe pour... mais même moi, j'en ai créé des règles, mais des fois, elles ne fonctionnent pas alors qu'elles devraient fonctionner. Mais sinon, il y a, si tu vas dans la section administration, qui normalement devrait être là, mais non, ça va pas être là. Finalement, je m'y retrouve pas. Je vais vite, mais j'ai dû le mettre dans la section des outils. C'est correct, hein, sinon ça peut être plus tard. Hein. Je sais pas si on m'entend. Ouais, je sais que je l'ai, Ok, mais ouais. maintenant je ne le trouve pas. Je sais que j'en ai créé un justement il n'y a pas si longtemps que ça, mais alors, peut-être en catalogage, c'est ça. Créer une règle concordance. Donc il y a un petit wiki, mais sur différentes règles que j'avais testées. Donc tu pourras regarder. Vous pouvez en tester d'autres et vous pouvez toujours appliquer une règle concordance. C'est pas forcément importer les notices après, mais je vais revenir sur ma règle ici. Donc ce que je vous disais sur les index, donc c'est le control number pour le numéro pour la 001. Donc là je veux, comme j'ai qu'un point de concordance, je veux que mon total ça fait 100, et donc au final je vais atteindre le score du seuil de concordance qui est déjà à 100. Si j'avais un deuxième point de concordance, je pourrais dire que mon premier point compte 50 points, mon deuxième point compte 50 points. Donc si les deux points sont concordants, ben, ça fait un total de 100, donc j'atteins mon seuil de concordance, donc la concordance est parfaite et ça va valider ma notice. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre là-dessus sur les points de concordance, mais on peut rajouter plusieurs points de concordance et il faut toujours que votre score soit logique dans le sens où si vous avez 3 points de concordance et votre seuil de concordance est 100, il faut que le final, ces 3 points-là, soit égal à 100 pour que le match soit parfait sur les 3 points que vous avez inscrits. Donc là, comme j'ai qu'un seul point, je l'inscris déjà à 100. Là, j'inscris sur quel champ je veux faire ma recherche. Donc, c'est la zone 001, le sous-champ $A. Décalage et longueur, c'est si jamais j'avais cherché dans une zone de contrôle comme la 007 ou la 000 ou la 008 qui comporte des positions dans
dans le champ. Donc là, je pourrais mettre décalage. Par exemple, je veux la position 35, 37 de la 007. C'est ici que je vais marquer le décalage de ma sous-zone. Là, comme c'est le dollar $A de ma sous-zone, j'ai pas besoin de remplir le décalage et la longueur de la sous-zone. Et là, de la règle de normalisation, en fait, c'est la même chose que l'index, donc sur quoi le contenu va être normalisé. Donc, c'est un champ, un control number, donc ce sera un numéro. Voilà pour ça. Les contrôles de concordance requis, je vous en parlerai pas parce que j'ai pas encore compris l'utilité, s'il faut le mettre ou s'il faut pas le mettre, parce que ça fonctionne avec ou ça fonctionne sans. Donc, j'ai pas encore compris à quoi ça servait. Je suis désolée de ne pas vous donner plus d'informations là-dessus, mais on va voir qu'avec le control number, juste avec un point de concordance, ça fonctionne. Donc, je vais enregistrer parce que j'ai modifié. On peut aller voir la règle concordance sur le titre, c'est un peu le même principe. Donc un nom, une description, un seuil de concordance qui est à 100. Là, j'ai juste ajouté aussi un point. Donc la recherche d'index se fait sur le TI. Et donc c'est la zone 245, le dollar $A, sur lequel je veux faire une recherche. Et donc la normalisation, c'est la règle séparée, c'est TI. Donc pour appliquer cette règle, je vais réimporter des notices, le fichier de notices que je viens d'importer de Curio. Remarque, je l'ai déjà importé tantôt, ça sert à rien de le... donc le fichier d'aujourd'hui, donc le 18 décembre, je l'ai importé tantôt. Donc on voit qu'il y a 2886 notices, alors que celui d'hier, par exemple, il y a 2884. Donc logiquement, il n'y a que deux nouvelles notices qui devraient s'ajouter dans mon catalogue et mettre à jour les 84 autres notices. Là, je le sais parce que je vois qu'il y a une différence entre les deux. Donc, j'ai téléchargé le fichier tantôt. Je n'avais pas appliqué de réelle concordance tantôt dans le fichier, mais comme je vous l'ai dit, on peut toujours réappliquer une règle quand on se trouve dans la gestion des notices téléchargées. Donc là, ici dans le menu règles de concordance, j'ai ma liste de concordance qui a été créée à l'administration. Donc quand je clique ici, donc j'ai l'ISBN, on retrouve l'ISSN, le titre et le numéro de notice, la règle de concordance sur la 001. Donc je vais appliquer ici cette règle-là. Qu'est-ce qui se passe? Action si une notice concordante est trouvée. Donc qu'est-ce que je veux faire? Donc là j'ai plusieurs choix. Soit remplacer la notice existante, donc celle si je remplace la notice de mon catalogue par celle du fichier, soit j'ajoute la notice, donc ça veut dire que s'il y a une concordance qui est trouvée, ça va rajouter une deuxième notice, donc c'est pas utile vu que ça va créer une nouvelle notice. Ignorer la notice entrante, donc ça veut dire qu'elle sera pas du tout touchée. Donc selon ce que si jamais j'ai traité. Par exemple, sur les 2884 notices que vous avez téléchargées il y a un mois, vous avez traité, vous avez, je sais pas, modifié, catalogué ou mis la notice. Vous ne voulez pas qu'elle soit modifiée par une notice de Curio. À ce moment-là, vous ignorez la notice entrante. C'est-à-dire que quand il y aura une concordance qui va être trouvée, vous ignorez cette notice-là. Vous voulez juste récupérer les nouvelles notices. Si jamais vous voulez par contre remplacer les notices par le fichier qui vient de Curio. À ce moment-là, vous cliquez sur remplacer. Votre notice d'Ancoa sera remplacée par le fichier de Curio. Mais si vous avez déjà modifié les notices et que vous ne voulez pas que votre travail soit effacé, vous faites ignorer la notice entrante. Ensuite, action s'il n'y a pas de concordance trouvée. Donc, par exemple, pour mes notices qui sont nouvelles, donc qui normalement ne répondront pas à la concordance vu qu'elles n'existent pas dans COA, qu'est-ce que je vais faire? Donc, moi, je veux ajouter la notice entrante, mais je pourrais aussi ignorer. Dans ce moment-là, si je fais ignorer et ignorer, ben, il ne se passe rien avec mon fichier vu que tout va être ignoré. Moi, je veux ajouter les nouvelles notices qui n'existent pas dans mon catalogue. Traitement de l'exemplaire, comme là je sais que j'ai pas d'exemplaire dans ce fichier-là, c'est un fichier qui vient de Curio. Je peux marquer toujours ajouter les exemplaires, même si je sais qu'il n'y en a pas. Mais on verra les règles concordance pour les exemplaires ensuite. Donc là, comme j'ai changé ma règle concordance, il faut que j'applique une autre règle, c'est-à-dire appliquer ce que je viens de changer. Et là, ça va
le fichier va être traité. Donc ça peut être un peu long, il va être traité pour savoir est-ce que les notices correspondent à la règle concordance. Donc ça va être, je ne sais pas si c'est plus ou moins long, mais on, on va attendre, puis sinon je vais vous parler d'autres choses en attendant. À part si vous avez des questions sur les règles concordance, je sais que c'est un peu difficile des fois à cerner. Ce que je voulais vous montrer, je vais je vais en attendant faire quelque chose. En attendant que le fichier, je vais vous parler, même si c'est un peu plus loin, comment exporter les... ah, ça c'est fini, donc je vais revenir là-dessus. Le nombre d'enregistrements qui répond à la règle, c'est 2884. Donc si vous vous souvenez, moi j'avais 2886 notices dans mon fichier. Donc ça veut dire que 2884 notices vont appliquer la règle concordance si une notice est trouvée, donc elles vont être ignorées. Et les autres notices qui appliquent pas cette règle vont être ajoutées. Donc je ne sais pas si je vais trop vite là-dessus, mais moi, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 2886 notices, donc je sais que mon fichier que j'ai importé hier, il y avait 2884, donc là, toutes mes notices vont être mises à jour, vont être ignorées, pardon, et il n'y a que les nouvelles qui vont être importées. Une fois que la concordance a été traitée ou appliquée, dans le tableau ici, vous avez un résultat, donc s'il y a une concordance qui est trouvée, c'est marqué ici concordance trouvée, et puis vous avez la notice avec laquelle il recoupe. Donc là, vous pouvez aller vérifier quelques notices pour être sûr, mais dans le fond, ça recoupe la notice avec le numéro de la notice. Le score à 100, puisque moi, dans ma règle concordance, mon seuil était à 100. Donc là, il arrive, le seuil est atteint, donc ça m'affiche que le score est à 100. Et j'ai le lien ici vers la notice dans le catalogue. Donc je pourrais aller voir la notice, même si je sais que c'est celle-là que j'ai importée tantôt. Et aussi, je peux voir les différences entre le fichier de notice et, et ma notice qui est dans mon catalogue. Donc, vous avez le format marque des deux notices. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de modifications. Là, je ne l'ai pas du tout modifié, mais c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Vous pourriez voir quand vous faites des mises à jour de notices le fichier et le fichier importé. Votre notice dans le catalogue et le fichier importé. Donc là, je peux fermer. Et là, on voit qu'il y en a une qui n'a pas de concordance trouvée. C'est une des deux notices en fait qui fait partie des nouvelles notices qui vont être importées. Mais je ne vais pas passer en revue toutes les pages, ce serait trop long. Je fais confiance au système aussi. Donc là, comme c'est des nouvelles notices que je vais rajouter, je pourrais choisir une grille, mais je vais importer ce lot. Et là, on va voir le résultat. Je vais avoir 2884 notices qui vont être ignorées et 2 notices ajoutées, normalement, si tout fonctionne bien. Pardon. Donc là, j'ai le résultat des import des notices terminées. Nombre de notices ajoutées, donc c'était 2. Et celles qui ont été ignorées, les 2884. Donc mes notices n'ont pas été touchées dans le catalogue et j'ai pu rajouter mes 2 notices. Donc pour Curio, ce serait la solution en attendant qu'un fichier mensuel soit disponible sur le site. Mais si vous avez déjà importé une première fois un fichier, par exemple si vous réimportez aujourd'hui le fichier, d'appliquer la règle concordance sur le numéro de la notice. Si vous n'avez pas modifié cette zone-là dans votre catalogue, vous pourriez utiliser cette règle concordance pour appliquer pour importer les nouvelles notices. Oui, je relis la question. Je vais juste... si on annule l'import à ce moment-là, les notices reviennent comme elles étaient avant. Oui, c'est vraiment, ça enlève vraiment... c'est une action pour revenir en arrière. Dans le fond, annuler l'importation, ça supprime si jamais la notice était nouvellement créée, ou alors ça revient comme avant si vous annulez l'importation.
Là, je vais pas le faire, même si je pourrais, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je pourrais annuler l'importation et puis refaire une règle concordance. Donc, on pourrait le tester si vous voulez. Je vais annuler l'importation, donc ça va revenir en arrière. Et je pourrais appliquer une autre règle. Alors, je l'ai testé tantôt. Là, je pourrais appliquer donc une autre règle sur le titre, par exemple, en gardant donc ignorer et puis ajouter la notice entrante. Mais vous voyez, comme ça peut rester abstrait. Pourtant, ce sont des notices que je n'ai pas modifiées depuis hier, et donc qui ont le même titre. Mais quand je fais la règle concordance sur le titre, il ne me trouve pas le même résultat. Donc, je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais ce sont les mystères de Koha encore. Mais c'est pour ça que la règle 001 marche comme c'est un nombre qui normalement ne change pas. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Sur la recherche par titre, on dirait que la recherche n'est pas complète. En tout cas, pour les notices qui ont plusieurs titres comme ici ou des sous-titres, ça marche pas. Il y a une question. Oui, Anne-Gaëlle. Quand tu parles de numéro de notice, c'est le numéro 001, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui est OK. marqué dans la champ ici. Donc ça, c'est le numéro qui était dans le fichier Curio, dans le fond. C'est pas le numéro de Koha. C'est le numéro c'est dans le fichier de Curio, mais ça correspond pas au numéro voilà, j'ai annulé l'importation. Mais par exemple, cette notice-là que j'ai créée, euh, elle, elle a un numéro dans Koha qui est 17, mais le numéro reste celui de Curio. Si vous ne le changez pas, c'est le numéro de Curio qui va rester tant que vous ne le changez pas, dans le fond. Ça, c'est le numéro numéro de la notice chez Curio. J'étais en train. Oui, ça c'est l'annulation de l'importation qui avait réussi, mais là c'est en train de chercher pour la règle concordance sur la 245. Je ne vais pas essayer de toucher trop à ça pour pas. J'avais pas vu qu'il tournait encore. Bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Donc ça pour la règle de titre, vous allez voir que le résultat n'est pas le même. Je vais attendre un peu, sinon je vais euh, passer sur ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous parler ensuite, c'était pour les exemplaires. Dans quel cas vous auriez des exemplaires à mettre à jour. Il faut savoir que pour l'instant, vous pouvez ajouter des exemplaires dans un, comment dire, par exemple, vous avez un fichier de notices CVE, puis vous voulez créer des exemplaires. Donc, par exemple, vous créez des exemplaires avec marque edit, oui. Louise, tu avais une question? Je ne sais pas si tu as un micro ou si tu veux le faire par clavardage. Oui, ne serait-ce pas parce que le titre n'est pas une zone unique comme un numéro unique, il peut y avoir plusieurs mêmes titres. Oui, oui, ça peut effectivement pour la règle concordance, s'il n'y a pas de résultat trouvé, c'est parce que des notices peuvent avoir effectivement, il peut exister des notices avec un titre un peu similaire. Donc là, la règle s'est appliquée. On voit que j'ai 2423 notices qui répondent à la règle. Euh, donc au final, ouais, ouais, voilà, une exemple par exemple. Mais là, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi il a pu trouver l'Empire chinois comparé à le futur. C'est quelque chose que j'explique pas là. C'est pour ça que sur le titre, la recherche au titre, c'est comme pas fiable. Euh, je pourrais regarder RDI économie parce que des fois ça va dans les titres. Vraiment, je sais pas, je suis désolée pour ça, mais je comprends pas encore comment les règles de concordance sont faites pour des fois ils trouvent pas alors que je faisais juste une recherche au titre et que des fois ils trouvent des titres plus compliqués que ça, mais c'est pour ça que quand c'est un numéro normalisé comme un ISBN ou un numéro de contrôle, la concordance est plus fiable sur un numéro qui ne va pas bouger par rapport à un titre qui peut être différent ou se trouver dans plusieurs notices à la fois. C'est ça.
Oui, je suis en train de vous parler des exemplaires. Euh, Par exemple, si vous voulez créer des exemplaires pour vos notices de livres numériques, de documents numériques, quand vous prenez le fichier, par exemple, de CVE ou de l'ONF, il va falloir créer, si vous voulez créer des exemplaires, la solution, c'est soit le créer à la main pour chaque notice, mais quand il y a 2800 notices, ça peut être long, soit d'utiliser, par exemple, MarcEdit pour créer des exemplaires, et après, au moment de l'importation du fichier dans Koha, les exemplaires vont être créés. On verra aussi comment exporter des notices de votre catalogue pour les modifier. Mais par exemple, donc vous importez une première fois un fichier d'une CVE et vous avez créé des exemplaires avec MarcEdit. Donc vous avez une notice avec un exemplaire. Vous importez ce fichier, ça se crée. Après, vous prenez un fichier de mise à jour de CVE et vous créez des exemplaires pareil avec MarcEdit. Quand vous allez importer ce fichier-là et appliquer une règle concordance pour pas créer des nouvelles notices doublons, ça va marcher pour les notices, mais il n'y a pas de règle concordance pour les exemplaires. Donc ça va rajouter un deuxième exemplaire. Même si votre notice va être mise à jour, ça ne va pas créer une nouvelle notice, ça va créer un autre exemplaire. C'est pour vous dire que je vais aller télécharger un fichier. Juste pour vous montrer quelque chose. Ici, quand vous vérifiez les données d'exemplaires incluses, donc vous pouvez soit vérifier ou pas vérifier, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire le travail de vérification. Si vous le dites oui, je veux le travail soit fait sur les exemplaires, dans les possibilités, il y a toujours ajouter les exemplaires, ajouter s'il y a on peut comment dire, pas mettre à jour les exemplaires. On peut soit les ajouter, soit les ignorer. Mais si vous, dans votre fichier de notice, dans MarcEdit, vous modifiez les exemplaires, vous ne pourrez pas le mettre à jour quand vous allez importer vos notices. Je ne sais pas si c'est clair, là, j'ai besoin de vous embrouiller, mais juste comprendre que avec l'outil importation, vous pouvez ajouter des exemplaires à une notice ou ignorer les exemplaires et puis rien ne va se passer. Mais un exemplaire qui existe déjà dans Koha, il n'y a pas de règle concordance pour ça, pour pouvoir mettre à jour des exemplaires. Les règles concordance s'appliquent seulement sur les notices bibliographiques et pas sur les exemplaires. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Mais ça peut... Oui. Oui, il y avait Joanne, il y a quelques minutes, qui a mentionné pour s'assurer que nos 001 sont uniques, on modifie les notices de CVE. Donc, avec MarcEdit, tu veux dire que tu modifies l'entête. Oui, c'est la solution aussi pour effectivement si vous êtes sûr que quand vous importez un notice pour la première fois, ce sera toujours avec MarcEdit qu'il va falloir modifier ce fichier-là. Mais vous pouvez modifier la 001 effectivement pour mettre une en-tête un peu unique pour CVE ou pour ONF pour être sûr que ce soit vraiment un numéro unique dans Koha, effectivement. Je ne sais pas, Louise, tu as la main levée. Est-ce que tu avais une question ou est-ce que c'était de tantôt? Sinon, tu peux baisser la main. Ok, merci. C'est ça. Je vous montrerai tantôt. Oui, c'était pour les exemplaires. Donc c'est ça, on ne peut pas mettre à jour des exemplaires, ça va en créer des nouveaux, même si vous aviez modifié quelque chose dans un exemplaire, dans un fichier, ça va en créer des nouveaux. Après, il y aura toujours la possibilité de supprimer des exemplaires en lot si vous vouliez, si jamais ça en crée un deuxième par erreur. Vous n'êtes pas obligé d'annuler l'importation du fichier, il y aura toujours la possibilité de supprimer des exemplaires en lot pour enlever celui qui n'est pas bon. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, si vous n'avez pas forcément des questions là-dessus, oui. En fait, il y a Louise, donc oui, on comprend bien par rapport à ce que Joanne avait dit. Elle ajoute avant son numéro de notice le terme CVE. Oui, Joanne ajoute ton numéro, le terme CVE, je pense que c'est ça moi aussi j'ai compris dans ce sens-là, dans MarcEdit. Elle fait une modification en lot d'un sous-champ et va rajouter
CVE dans l'entête pour quand elle va l'importer dans Koa ensuite et faire des règles concordantes, ça se mette ça aille chercher vraiment ce numéro-là, vu que c'est possible qu'il y ait des notices qui aient les mêmes 00. On pourra le voir Marc-Edith tantôt si, pour vous montrer un peu le logiciel. Je vais vous parler de la façon pour exporter vos notices dans Koa. Pourquoi vous auriez besoin d'exporter vos notices? Je sais que certains me l'ont demandé pour modifier un lot, faire des modifications en lot de notices. Dans Koa, il n'y a pas encore d'outils pour faire la modification en lot de notices ou la suppression en lot non plus, mais vraiment là on peut modifier des exemplaires en lot mais pas des notices, donc modifier par exemple partout dans toutes les notices ou rajouter un sous-champ ou comment dire, ou supprimer une information en lot. Il faut passer par le logiciel MarcEdit. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un logiciel qui est bien pratique, s'il veut bien marcher. Bon, ben c'est beau, j'ai plus dans le MarcEdit. Je vais le trouver ici. Non plus. Bon, c'est encore mieux. Je vais le trouver. C'est juste mon raccourci qui ne doit pas être le bon. Mais c'est un logiciel qui est gratuit. C'est vraiment, il est vraiment simple d'utilisation, non, mais il est vraiment pratique en tout cas. Si vous allez, pour ceux qui l'ont jamais téléchargé, si vous cherchez MarcEdit dans Google, vous allez tomber sur un site ici qui n'est pas très fancy, mais dans la section Download, vous avez plusieurs liens. Le lien que vous pouvez télécharger donc avec un ordinateur Windows ou Mac, choisir une des deux versions 64 ou 32, je ne sais pas, mais les deux fonctionnent. Enregistrer le fichier et puis après l'installer sur votre ordinateur si vous avez les droits d'installation sur votre ordinateur. Sinon, c'est un petit logiciel qui prend pas beaucoup de place si vous avez besoin de demander à votre service informatique. C'est pas un gros logiciel, mais ça peut vous aider quand vous voulez modifier des notices en lot sans devoir le faire à la main manuellement. C'est vraiment pratique comme outil. Donc ça va vous servir si vous voulez mettre à jour des notices dans votre catalogue. Il y a un outil qui est la fonction exportation. Exporter les données. Donc par exemple, je sais que j'avais eu, je crois que c'est Élise à la Naudière dernièrement, mais je sais que je l'avais fait pour plusieurs cas, pour plusieurs cégeps. Vous voulez savoir, parce que vous voulez modifier en lot ces cotes d'exemplaires pour ajouter par exemple la mention REF en en-tête. Donc il avait, finalement on l'a pas encore fait, mais il y en a quand même beaucoup à faire. Il y en avait 300, je ne sais plus le souvenir, mais donc si elle devait les modifier une à une, ça pourrait prendre du temps, mais avec MarcEdit, ça peut être plus rapide que ça. Le seul hic qu'il faut faire, c'est comment exporter ces notices-là. Donc dans l'outil d'exportation, il est bien, mais il n'est pas très complet. On n'a pas beaucoup de filtres pour ou de champs pour filtrer les notices pour exporter celles qu'on veut vraiment. On a soit de la notice numéro à la notice numéro, mais ça peut faire beaucoup de notices si vous rentrez de 1 à 10 000 par exemple, mais ça va exporter 10 000, à peu près 10 000 notices, même si ça ne suit pas forcément de 1 à 10 000 le numéro. Mais c'est pas très pratique. Vous avez par type d'exemplaire, mais c'est pas forcément ça peut ne pas être pertinent si vous avez vous voulez exporter qu'un seul un type d'exemplaire, mais en même temps pas pas non plus tous ceux qui sont dans cette catégorie-là. Donc ça limite vraiment trop. Par site, c'est le site permanent de l'exemplaire. De la cote, ça peut être limite celui qui peut être le plus précis. Rentrer des cotes extrêmes pour exporter les notices de ces cotes-là. Date de début, date de fin, donc ça c'est la date de création de la notice. C'est pas la date de la modification, mais c'est vraiment la date de rentrée dans les collections.
Et après, vous avez des options. Donc, soit, si vous voulez modifier les exemplaires, il faut exporter les exemplaires. Mais si c'était pour modifier le contenu de la notice, juste et pas toucher les exemplaires, vous pouvez soit ne pas exporter les exemplaires. Enlever les exemplaires non locaux, c'est par exemple, là je suis connectée sur le site de formation, mais mon compte est au campus de Charlesbourg. Donc je vais enlever les exemplaires non locaux, c'est-à-dire que si je cherche par exemple, si je mets tous les sites et choisis un type de document, ça va enlever tous les exemplaires qui ne sont pas du campus de Charlesbourg par exemple. Ça c'est pour les multisites. Et vous avez la possibilité aussi de ne pas exporter certains champs. J'ai fait par exemple, je ne sais pas quel champ vous pourriez exclure des champs pour éviter de les modifier et marquer edit. Si vous voulez réduire vraiment à un seul champ de la notice que vous vouliez modifier, vous pourriez ne pas exporter certains champs. Donc, vous pouvez les lister ici les uns à la suite de l'autre. Donc, soit toute la zone 606 par exemple, ou juste la zone $100 ou la zone $245 ou $H par exemple. Quand dans votre fichier de notice marque, cette zone-là ne sera pas exportée. Mais il faudrait vraiment, là je vois pas d'utilité, pourquoi exclure des champs. Il faut juste faire attention après à marque edit de ne pas les modifier. Mais en exportant tous les champs, vous auriez une vue globale de la notice aussi. Le format du fichier, il faut toujours choisir un format marque. Le format XML, ça ne vous servira pas pour travailler votre fichier avec MarcEdit. Le nom du fichier, vous pouvez donner le nom que vous le souhaitez. Par défaut, c'est marqué Koa, mais vous pouvez marquer le nom du fichier que vous le souhaitez. Si je reviens dans hier, j'ai fait des tests là-dessus. Par exemple, mais c'est pour vous montrer, là j'avais exporté un fichier sans la $245. Donc juste pour vous montrer que quand le fichier là, je l'ai téléchargé, comme il n'y a pas de titre dans mes notices, donc ce qui s'affiche ici, ça va être c'est l'ISSN, parce que bon, j'ai téléchargé des articles de périodique, mais comme il n'y a pas d'information dans le $245, il va chercher une autre information. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc pour exporter des notices, ça peut être utile cet outil-là pour modifier par exemple les exemplaires, mais ça peut vous donner beaucoup de notices aussi exportées. Mais par exemple, si je fais le test, je vais exporter tout le fichier des ouvrages de référence. Donc ça vous donne un fichier en .mrc. Puis l'ouvrir à MarcEdit pour le modifier. Une autre façon d'exporter les notices, c'est en mettant vos notices dans un panier ou dans une liste. Donc ça peut être aussi pratique. Dans le fond, quand vous faites une recherche, bon, là je fais, par exemple, je voudrais modifier tous les documents de la localisation campus, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais comptoir de prêt. Donc je fais une recherche avancée sur ces notices-là. Donc là, j'ai 168 résultats. Je peux les enregistrer dans un panier ou dans une liste. C'est le même principe. La liste, si vous enregistrez dans une liste, vous pourrez la retrouver plus tard. Le panier, ça va être éphémère le temps que vous êtes connecté. Donc je vais, par exemple, tout sélectionner mes notices, l'ajouter à mon panier. Donc là, j'en ai 20 parce que j'en ai 20 résultats par page. Donc bon, c'est sûr que si j'en ai 5000 comme ça, il faudrait que je passe page par page ou alors que je modifie mes paramètres d'affichage pour afficher plus de résultats par page. Mais une fois que vous avez vos notices dans vos paniers que vous voulez modifier, que vous voulez exporter pour après les modifier dans MarcEdit, vous avez dans votre panier ou dans votre liste, c'est le même principe, vous avez deux options. Soit envoyer, soit télécharger. À savoir que si vous envoyez le fichier par courriel, je vais le faire pour vous montrer. Vous allez recevoir un fichier aussi que vous pourrez exploiter, mais les exemplaires ne sont pas exportés quand vous l'envoyez par courriel. Quand vous faites ici télécharger, vous avez des options ISO 2709, RIS et BibTeX. RIS, c'est pour ouvrir avec un outil comme RefWorks, je pense, pour un outil de création de
bibliographie, cherchez le mot, mais un format ISO, même si ce n'est pas un format MRC, le format ISO voyons, je cherche mes mots, est pris en charge par MarcEdit, donc vous pourrez l'utiliser pour l'ouvrir avec MarcEdit. Donc le format ISO, et c'est le format aussi qui est envoyé par courriel, vous pouvez l'ouvrir avec MarcEdit par la suite. Dans le format ISO, quand vous téléchargez le fichier, les exemplaires vont être exportés, alors que le fichier qui est envoyé par courriel, il ne va pas être exporté. Donc là, je vais télécharger le fichier en format ISO. Donc ça vous donne carte pour panier.iso 2709. C'est pas un format marque, mais MarcEdit va pouvoir l'ouvrir par la suite. Donc ça peut être pratique si vous voulez modifier certaines notices et pas d'autres, les exporter sans devoir passer par l'outil exportation. C'est le même principe pour les listes. J'enregistre ces notices-là dans ma liste. Et quand je vais dans la liste, je peux télécharger la liste pareil en format ISO ou l'envoyer, mais ce sera le même principe que tantôt quand j'envoie par courriel le fichier de notice. Je vais aller regarder ma boîte courriel. Le fichier de notice comprend juste les notices et pas l'exemplaire. Alors qu'en téléchargeant ici, vous aurez au moins l'exemplaire si c'est l'exemplaire que vous voulez modifier. Je vais voir si je reçois le courriel pour vous montrer. Donc là, je vais vous montrer MarcEdit, comment modifier par exemple ce fichier si je voudrais modifier l'exemplaire. Donc c'est sûr que je ne vais pas vous faire une formation sur MarcEdit, j'avais fait une vidéo pour vous montrer les principales fonctions. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment modifier un fichier de notice. Oui. Je sais, c'est qui a une question? Non? Ah non, peut-être pas, c'est j'ai cru entendre c'est le courriel que j'ai reçu en fait. J'avais cru entendre une question, c'est mon rappel. Je vais vous montrer le courriel que j'ai reçu là, le panier que je me suis envoyé. Donc moi, j'ai le panier avec le magnifique panier, mais j'ai un fichier ici en ISO aussi. Donc je pourrais enregistrer ce fichier-là, c'est le fichier en notice en format marque, mais je n'aurai pas les exemplaires. Je vais l'enregistrer pour vous montrer la différence avec MarcEdit. Je reviens ici. Donc dans MarcEdit, il y a plusieurs fonctions, mais je vais vous montrer les principales pour modifier un fichier pour après l'importer dans Koha. Donc quand vous arrivez ici, vous pouvez, si c'est un fichier MRC, l'ouvrir, double-cliquer sur votre fichier et puis ça va ouvrir MarcEdit normalement. Sinon, passez par MarcTools et allez chercher le fichier que vous voulez importer, que vous voulez modifier. Je ne sais plus lequel c'est, mais je pense que c'est celui-ci. En tout cas, on va voir s'il y a les exemplaires ou pas. Voilà. Hop. Là, pardon, je suis allée trop vite, peut-être. Donc là, je suis allée chercher le fichier que je voulais modifier. Si je mets rien ici dans le fichier de sortie, ça ne marchera pas, il va me dire qu'il manque quelque chose. Il faut que, en fait, en important le fichier Bark, lui va créer un fichier comme de format MarcEdit, donc MRK, qui est un fichier en fait qui est propre à MarcEdit, qui va vous servir à le modifier si vous le gardez par la suite, à toujours pouvoir le modifier. Au final, en sortie, il faut que toujours quand vous allez le compiler pour terminer votre travail, le compiler en format MRC pour l'importer dans Koha. Un fichier MRK, une extension MRK, vous ne pourrez pas l'importer dans Koha. Il faut toujours que ce soit un MRC. Mais quand vous ouvrez un fichier dans MarcEdit, vous devez toujours remplir cette case-là pour avoir un fichier de sortie MRK que vous pouvez toujours modifier. Quand les notices sont exportées de Koha, elles sont déjà en UTF-8, n'ont pas besoin d'encoder. L'encodage va bien se faire puisque les notices de Koha sont déjà en UTF-8. Donc là, j'exécute. Donc là, il me trouve 2929 notices. Je ne sais plus combien il y en avait, mais... Et je vais sur éditer pour pouvoir éditer. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais si je le mets en plus grand. Mes notices. Donc là, j'ai toutes mes notices. Donc il y en a 100 par page, mais j'en ai 2000, donc j'ai 30 pages avec mes notices qui sont là en format marque. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cet affichage-là, mais
ce sont par sous-champ, par zone marque. Et ici, donc la dernière qui est l'exemplaire que j'ai exporté. Donc c'est ça. Je vais faire l'exemple plutôt avec un fichier où il n'y a pas d'exemplaire pour vous montrer comment en créer un. Avec le fichier par exemple de Curio. Donc là, il me l'ouvre direct. Quand vous double-cliquez sur un fichier MRC, il va directement créer le fichier MRK sans que vous devez le choisir. Là, pareil, c'est un UTF-8, j'ai pas besoin de l'encoder. Ce qui vient de Curio est déjà un UTF-8, donc j'ai pas de problème d'encodage. Donc ça, c'est la notice qui vient de Curio de tantôt que j'ai téléchargée. Donc c'est le genre de modification que vous allez faire dans ces fichiers-là, c'est la 856 pour marquer votre proxy et créer des exemplaires, par exemple, si vous voulez que l'exemplaire soit créé dans Koa. Donc il faut aller dans les outils, c'est déjà 11h30, ajouter un champ. Donc quel champ vous voulez rajouter? C'est la 952 pour l'exemplaire. Je peux l'inscrire ici ou le choisir dans le menu déroulant, mais je sais que c'est la 952. Et ici, vous allez inscrire ce que vous voulez mettre dans votre exemplaire. Il faut prendre en compte que, par exemple, vous voulez créer, je vais aller dans une notice, vous voulez créer un exemplaire qui soit marqué audiovisuel, ce sera peut-être pas le cas, avec une localisation, campus Charlesbourg, un site de rattachement, et vous voulez marquer une disponibilité. Donc il va falloir inscrire tous les champs que vous voulez dans Markedit, et avec les codes à quoi ça correspond dans la base de données. Par exemple, si vous voulez marquer campus de Charlesbourg, il ne faudra pas inscrire campus de Charlesbourg dans Markedit, mais il va falloir inscrire le code. Pour trouver les codes des sites, par exemple, c'est dans Administration, Sites et Groupes. Vous avez ici les codes qu'il va falloir utiliser. Donc si je commence, je veux que mes exemplaires soient, bon, on va mettre le site électronique, puis c'est bibliothèque électronique par exemple pour Curio. Donc, il faut que je veux marquer, maintenant j'ai un doute. Je vais revenir sur mon exemplaire. Donc le site permanent c'est $A et le site temporaire c'est $B. Donc et le code c'est électronique que je veux mettre. Donc c'est comme ça qu'il va falloir que j'inscrive pour rajouter ce champ-là dans mon fichier. Oui. Il y a Lise qui marque le $Y. Oui, qu'on a vu la dernière fois, effectivement, Lise en premier. Je ne sais pas si d'autres l'avaient remarqué, qui utilisent Markedit, mais si vous mettez le $Y à la fin pour le type d'exemplaire, comme ça peut être le cas ici, il est à la fin, le type d'exemplaire, on a remarqué qu'il n'était pas pris en compte. Alors on ne sait pas si ça veut dire qu'on avait mis un $7 ou parce que Lise avait mis un $7 comme pour la disponibilité, puis le site et la localisation, je ne sais plus exactement s'il y avait autre chose, mais le type d'exemplaire qu'on avait mis à la fin du champ n'était pas pris en compte. Donc si vous avez un type d'exemplaire à mettre, mettez-le en début, ça ne va pas changer de toute façon dans votre grille de catalogage, il va bien se placer à la suite, mais le $Y, donc je vais juste le faire pour être sûr. C'est pareil, il faut mettre un code, il ne faut pas que vous écriviez livre par exemple, ça ne sera pas pris en compte, mais il faudra mettre le type de document, donc c'est pas la valeur autorisée, c'est un type de document, donc le code par exemple film num pour les films numériques. Donc ça va être le code. Donc là, le site permanent, c'est bibliothèque électronique. Le site temporaire, c'est aussi électronique. Si je veux mettre un statut de disponibilité, donc un statut not for loan qui est la valeur 7, le $7 ici dans l'exemplaire, donc exclu du prêt. Là, je veux le marquer comme, je pense, il y a peut-être un truc comme en ligne. Là, il n'y en a pas, mais je vais aller voir dans mes valeurs autorisées. Donc pareil, il faut choisir le code de la valeur autorisée pour la catégorie Not Loan. Donc consultation en ligne, je peux marquer que c'est le 7 que je veux inscrire. Donc ce serait la valeur qu'il va falloir inscrire dans votre
dans le champ ici, donc $7 pour le statut de perte, là, not for loan, et puis 7 parce que ma valeur autorisée est égale à 7 pour consultation en ligne. Donc je pourrais ajouter d'autres choses, mais je vais m'arrêter là, mais c'est comme ça que vous allez créer un exemplaire. Je vais la rajouter à la fin de ma notice, donc je vais l'inscrire à la fin et je vais ajouter mes exemplaires. Donc là, j'ai 2886 qui ont été rajoutés, donc c'est bien le cas. J'avais 2886 notices. Là, on peut voir en arrière déjà que mon exemplaire a été créé. Donc là, mon exemplaire est créé, mon fichier Curio est prêt, en tout cas, à être importé, compilé en format marque. Je n'ai pas modifié la 856, mais si vous aviez des proxys à modifier, ce que vous pourriez faire, c'est par exemple toute l'entête ici, Curio, le sélectionner. Donc ce serait la 856 à modifier le $U. Donc je veux en fait, à chaque fois qu'il y a écrit ça, je veux le remplacer par mon proxy. Alors je pourrais aller voir, prendre un proxy là, mais c'est juste... bon, c'est pas vraiment le bon lien, je suis sur l'ONF, mais dans le fond, si vous vouliez remplacer Curio par votre entête de proxy, donc imaginons que c'est marqué Curio Alma proxy, je vais remplacer tous les 856 $U. Tout ce texte-là va être remplacé par mon nouveau texte. Je regarde. Donc je remplace le texte. Donc j'ai de nouveau 2886 notices qui ont été modifiées et qui ont pris en compte mon proxy pour modifier mes 856. Donc c'est rapide pour modifier un lot des sous-zones. Peut-on remplacer, Louise, oui, peut-on remplacer une zone par une autre avec marque edit, par exemple 260 remplacé par 260, c'est-à-dire le contenu de la 260, la déplacer vers la 264 ou remplacer l'intitulé je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles avec Mark Edit. Si je comprends bien, toi, tu voudrais déplacer cette information-là dans une 264. Est-ce que c'est ça? Déplacer le contenu. Oui. Faut que je réfléchisse, mais parce que, dans le fond, je peux copier. Je vais le faire. Donc là, il faudrait que je rajoute un nouveau champ, la 264, et rajouter ici. Je vais la rajouter si elle n'est pas déjà présente, mais je pense qu'elle n'est pas présente dans les notices. Je vais rajouter, donc là il y en a 2886 qui ont été rajoutés. Donc là en fait j'ai une 260, 264. Si je veux plus garder la 260, à ce moment-là, je vais après supprimer la 260. La 260 a été supprimée et j'ai ma 264 qui est restée. Donc en fait, il faut copier ce qui est dans la 260, l'insérer dans créer une nouvelle 264 en mettant ce que vous voulez mettre dedans. Et puis, est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Parce que j'ai l'impression que ça a mis partout la même chose. Ah oui, c'est ça. J'ai pas fait. Là, j'ai un doute sur ce que je viens de faire. Je sais plus si c'est pas, je l'ai pas fait à l'envers, lui, ça. Oui, Louise. Anne-Gaëlle, je sais plus si. Ok, on peut copier simplement la notice, pas la notice, mais le champ si tu reviens là. On peut Oui. dans Edit Fields Data, ouais. Dans les tools, ou non? oui, ouais. Edit, oui. Si on fait le deuxième truc dans le menu, Copy Fields Data là. Oui, pardon. Okay. Là, on peut le copier, puis on peut soit supprimer l'autre. Ouais. Source, oui. C'est encore plus simple. Tu vois, je connaissais pas je m'en souvenais plus. En tout cas, je savais pas. Et, donc, ce serait la 260. Là, il n'y est plus, mais je pourrais, ou alors je pourrais prendre une autre zone et je peux Bon, je vais peut-être faire n'importe quoi là, mais c'est pas grave. C'était juste pour l'exemple. Et je peux supprimer la zone source. Donc
Ça va copier ce qui est le 246 pour la mettre dans le 264. Ok. Louise, Anne-Gaëlle a répondu à ta question, donc tu pourras aller la voir si jamais tu as besoin de cette information-là pour copier un champ. Donc, c'est dans Tools, Edit, Copy Field, en fait, Copy Field Data, d'aller chercher la zone et d'aller voir la zone de destination. Mais en général, avec MarkEdit, tout est à peu près possible pour les déplacer des zones, supprimer des sous-zones ou en créer. Donc là, mon fichier, on va dire qu'il est prêt à être exporté. Donc, l'opération maintenant, c'est d'aller compiler ce fichier en format marque, puisque là, je vous rappelle, c'est un fichier MRK qui a été créé par MarkEdit, mais là, il me faut un fichier MRC pour l'exporter, plutôt pour l'importer après avec Koa. Ce qu'il faut faire attention, c'est l'encodage. Dans les paramètres, il faut vérifier. Donc, normalement, vous n'avez pas à le vérifier à chaque fois, mais oui. Je reviens. Comment arrimer les autorités quand on importe le fichier dans Koa, il n'y a pas de fonction d'arrimage. Les autorités vont être créées, mais il n'y a pas d'arrimage automatique qui va se faire au moment de l'importation. C'est ça ta question, c'est au moment de l'importation dans Koa. Tout ce qui concerne les 650, par exemple, elles vont être créées dans votre notice, mais elles vont pas être arrimées automatiquement. Il faudra aller dans la notice pour les arrimer. Mais comment dire, elles vont pas être arrimées à l'autorité, mais elles vont être là, donc elles vont être recherchables. C'est-à-dire que la notice va être recherchable si on cherche, par exemple, étudier enseignement, parce que l'autorité sera là, mais elles seront pas reliées, elle sera pas reliée à la notice d'autorité si toi tu vas pas aller modifier ta notice dans Koa. Est-ce que c'était ça la question? Je pense que j'ai répondu, mais en tout cas, Louise, tu me diras si ça répond pas à ta question. L'autorité sera créée dans la banque. L'autorité va pas être créée, mais le champ va être là dans la notice. On pourra le voir. Je vais dans mon fichier, si tu veux, que j'ai importé tantôt de Curio, que j'ai porté hier, qui est ici. Si on prend une notice, donc là, je les ai importés hier, mais je ne les ai pas du tout modifiés. Donc si on prend cette notice-là, les sujets sont là. Donc ils sont dans la notice. Si je vais dans la notice, comme moi j'ai pas fait d'arrimage automatique et j'ai pas, faudrait que j'aille dans la notice pour aller. Donc les champs sont remplis, mais ils sont pas rattachés à $1,9. Le champ 650,6 $. Tu peux peut-être parler du $9 ou du $6, mais donc là je suis dans la notice, les autorités sont là. C'est-à-dire que le texte est là, mais elles ne sont pas arrimées à une autorité dans la banque locale, ni en tout cas, elles ne sont pas reliées. Mais elles sont là, c'est-à-dire qu'elles vont quand même être recherchables. C'est-à-dire que le texte, si je vais voir à l'OPAC, mais je suis pas. Attends. Ouais, c'est ça, je suis pas dans le bon lien, mais on peut le voir de toute façon à l'intranet. Quand je passe ma souris sur le sujet, on voit dans le lien en bas de la page que la recherche est faite sur le sujet et pas sur le numéro d'autorité. Si je cherche... oui, attends, ce sera pas long, je vais juste... je vais juste aller voir ta... Bon, j'ai plusieurs résultats. Donc, pas l'hyperlien au sujet ne fonctionne pas, dans l'OPAC ne sera pas... Non, si je comprends bien, si l'autorité ne sera pas reliée à une autorité, donc effectivement, ce ne sera pas exhaustif quand tu vas cliquer dessus, ça va faire une recherche au texte de l'autorité, mais ça ne va pas être relié à une autorité. Mais pour l'instant, j'ai pas de solution. Quand on importe un fichier de notice, les sujets ne sont pas arrimés automatiquement. C'est ça. Je voulais montrer que quand on fait une recherche, on la trouve, mais là j'ai quand même plus de... Attends. Non, je vais revenir en arrière.
Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas si ça répond à ta question, Louise, mais au final, l'arrimage se fait pas automatiquement pour, euh, pour ces notices-là. Donc là, on voit que mon sujet est quand même ici, people with, je sais pas, je vais pas me le tenter en anglais, mais le sujet, même s'il n'est pas arrimé à une autorité locale, il est recherchable, il apparaîtra dans les facettes parce que le texte est ici. Donc c'est après à vous à voir si vous voulez repasser sur chaque notice pour les arrimer à l'autorité. Sinon, en mode décadenassé. Euh, oui, c'est ça. Si tu vas dans la notice, là je suis pas en mode décadenassé sur le site de formation, mais effectivement pour vous qui êtes en mode décadenassé, si vous allez dans la notice et que vous enregistrez, les autorités vont être créées, elles sont vraiment là, elles sont inscrites. C'est comme quand vous faites du catalogage et que vous créez vos autorités. Est-ce que c'est correct? Je vais revenir sinon pour vous montrer, pour avoir le temps de montrer l'importation d'un COA. Ce que je vous disais, c'était les préférences d'exportation avec MarcEdit pour la compilation. Quand vous allez dans l'onglet MarcEditor, donc je suis dans les préférences, je vais revenir ici, Tools, préférences, MarcEditor. Donc le défaut d'encodage c'est UTF-8. Donc regardez que vous avez bien compilé un UTF-8. Si vous compilez un Mark 8, après ça peut poser des problèmes d'encodage d'un COA. Donc comme UTF-8 est mieux supporté avec COA, juste à choisir UTF-8 dans vos paramètres. Donc dans le défaut d'encodage, UTF-8 et le compiler toujours avec un UTF-8. Oui. Attends, si on changeait de mode pour le mode cadenassé pour cette opération, qu'arrive-t-il par la suite? On revient. Ben c'est juste le jour où tu vas aller dans cette notice. Si jamais vous importez en mode cadenassé, donc ça va s'importer comme ça. Si jamais après vous repassez en mode décadenassé, le jour où tu vas aller dans la notice, donc je parle d'aller en mode édition de la notice et qu'après tu enregistres, c'est au moment de l'enregistrement que l'autorité se crée quand on est en mode décadenassé. Donc il faudrait c'est quand au moment où vous allez cataloguer la notice. Donc si jamais un jour vous allez dans cette notice-là, vous êtes en mode décadenassé, l'autorité va se créer. Euh, mais on pourra en reparler, Louis, si tu veux, parce que là, je vais essayer d'avancer. Il est déjà à midi moins le quart et je voulais vous montrer l'importation pour les exemplaires. Donc, j'ai pas compilé mon fichier. Donc là, j'avais juste regardé les préférences. Donc, je compile mon fichier en format marque. Je vais le mettre CurioTest, donc en fichier UTF-8 en MRC. Puis je vais aller dans la section donc, des outils et télécharger des notices dans le réservoir. Donc là, comme c'est un fichier de notices qui existe déjà à mon catalogue, je vais appliquer la règle de concordance. Mais je veux que mes exemplaires soient créés quand même sur toutes les notices. Donc bibliographique, UTF-8. Donc là, je cherche avec mon numéro de notice, je sais que ça fonctionne bien. Je veux ignorer les notices entrantes, mais vous voyez, ces exemplaires peuvent être traités. Ça veut dire que ma notice biblio ne va pas être touchée, même si je pourrais, puisque j'ai fait des modifications. Mais remarque, je pourrais pour le proxy. Mais si jamais vous ne vouliez pas toucher à votre notice biblio, mais toucher seulement à vos exemplaires, vous pourriez ignorer et les exemplaires pourraient être traités à part. Là, je vais remplacer par la notice existante, par la notice entrante, parce que j'ai modifié par exemple ma 856. Action s'il n'y a pas de concordance, moi je veux ajouter les nouvelles notices, je sais qu'il y en a 2 par rapport à mon fichier d'hier. Vérifier les données d'exemplaires, je veux, oui, toujours ajouter les exemplaires. Je peux ajouter les exemplaires seulement si une notice bibliographique concordance a été trouvée. Aussi, ajouter les exemplaires que sur les nouvelles notices, si jamais je voulais pas créer des exemplaires sur mes anciennes notices. Donc, je pourrais ignorer les exemplaires, mais ça revient à dire non ici. Donc, je vais faire toujours ajouter les exemplaires parce que je veux qu'il les rajoute aussi sur mes anciennes notices et sur mes nouvelles notices du fichier. Donc, je vais télécharger dans le réservoir. J'espère que ça ne va pas être trop long. Sinon, ok.
Je vais juste essayer. Je pouvais ne pas appliquer de réelle concordance tout de suite et le faire par après à la deuxième étape. Mais là, j'ai tout fait à la première étape, c'est correct aussi. C'est juste à prendre un peu plus de temps parce qu'en même temps qu'il fait la règle concordance, il importe le fichier. Si jamais c'est trop long, je vais passer à autre chose. Si vous avez, là, il est midi moins le quart. Si vous avez des questions précises, je peux répondre à vos questions sur un autre point. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Un trou là. Là, ça avance pas. Je sais pas si c'est à cause de ma règle concordance. Ah, ben, de ce coup, il est passé à 100. Donc là, le résultat, il y avait 2886 notices dans le fichier. Il y en a 2884 qui correspondent à la règle concordance, c'est correct. Et j'ai bien 2886 exemplaires. Donc là, c'est toujours une erreur de traduction. Donc c'est bien tous les exemplaires qui sont dans le réservoir. Donc je peux aller maintenant gérer mes notices pour les importer. Donc toujours ma règle de concordance. Donc ces notices-là, pour l'instant, elles n'ont pas d'exemplaire. Donc avec le fichier que je viens de charger, que j'ai modifié et MarcEdit, je vais importer le fichier. J'espère que ce ne sera pas trop long. C'est quoi je voulais vous parler aussi. Je réfléchis, les besoins que vous pourriez avoir pour exporter les notices, pour les modifier avec MarcEdit. Je ne trouve pas, mais si vous avez des questions, je peux les prendre. Oui, Anne-Gaëlle. Est-ce qu'on peut sélectionner uniquement les notices francophones, genre? Dans MarcEdit, oui, ouais. Effectivement. J'avais partagé en deux les fichiers, mais sinon, la solution que vous pouvez utiliser, c'est dans... attends, je vais revenir ici. Quand tu es là sur la page d'accueil, tu as un outil qui s'appelle pour sélectionner des notices. Donc, par exemple, si je voudrais supprimer toutes les notices anglophones du fichier, donc il y aura un code ENG, par exemple, dans le code de langue de la notice. Si elle est bien cataloguée, normalement, dans le code de langue va être inscrit. Donc, je pourrais modifier un fichier de notices pour supprimer, par exemple, et garder que les notices françaises. Donc, quand je suis à Delay, je vais d'abord choisir le fichier que je veux traiter. Donc, par exemple, mon fichier de notices Curio, toujours. Et puis, je vais aller voir en fait ce qui est dans la zone 040. Attends, non, c'est dans la zone 008 pour la langue. Pour la langue du fichier, c'est ça, la 008. Donc, je vais faire une recherche, je vais importer le fichier, donc là, il est en train de processer, puis il m'affiche tout le contenu de la 008. Là, j'ai pas tout, mais je pourrais... en tout cas, je sais que c'est dans cette notice-là, mais je ne le verrai pas. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des notices ENG, notices FRE. Donc, je peux faire une recherche pour avoir que les notices FRE. Donc, il va faire une recherche dans ce champ-là, dans la 008, là où il y a FRE pour français. Donc, je fais une recherche. Donc là, il en sélectionne 1674. Donc, il y a 1674 qui répondent à cette règle-là. Là, sauf que j'ai choisi Delete. Alors, je vais faire l'inverse plutôt. Je vais plutôt choisir ENG pour supprimer les notices qui sont en anglais, donc 1212. Donc on voit bien, là il sélectionne les premières, mais elles sont toutes sélectionnées. Et puis je peux faire supprimer les notices en anglais. Donc là ça va me créer un nouveau fichier, donc je pourrais mettre Curio sans anglais par exemple, en fichier MRK. Et là, mon fichier est ici. Donc quand je vais le réouvrir avec MarcEdit, donc là j'aurai que des notices en français. Puis après là je pourrais modifier ce fichier-là pour après l'importer dans Koha par exemple pour avoir que les notices en français. Mais c'est dans les outils ici, dans Tools, soit
deleting, donc si tu veux supprimer des notices, ou alors si tu veux juste les extraire, donc par exemple pas supprimer du fichier original, si tu veux extraire que les français puis garder un autre fichier d'anglais, tu pourrais les extraire comme ça. Est-ce que c'était ça ta question? Si c'est bon. Je vais revenir Oui, voir si exact. mon importation est terminée. Oui. Euh, Donc, nombre de notices ajoutées, donc c'est 2 puisque j'avais 2 nouvelles. Donc, elles ont été mises à jour parce que j'allais choisir de les remplacer. Et nombre d'exemplaires ajoutés, donc c'est des exemplaires qui ont été ajoutés dans les notices. Donc, si j'en prends une, donc l'exemplaire a été créé avec ce que j'avais marqué dans MarcEdit. Donc, il a film et bibliothèque électronique, j'avais mis électronique, et consultation en ligne. Donc, l'exemplaire a été créé pour les nouvelles notices que j'ai importées. Et puis, les notices que j'avais déjà euh, importées tout à l'heure, elles ont été mises à jour avec le lien proxy. Donc là, si vous regardez, quand je passe la souris, on voit que le lien proxy a été rajouté, l'ONF Alma, puisque j'avais changé aussi, c'était je sais plus quoi, mais en tout cas l'exemplaire a été rajouté en même temps. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions encore. C'était un peu difficile cette formation, mais en tout cas, si vous avez des questions, on pourra reparler, puis je pourrais refaire d'autres présentations. C'est selon aussi vos besoins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que MarcEdit est très utile pour l'instant, puisque Koha n'a pas cet outil-là de modification de notices. Le seul truc un peu plus difficile, c'est de pouvoir exporter les notices qu'on veut. Si vous en avez beaucoup à exporter, on peut, avec l'outil d'exportation, on peut exporter un gros fichier, et puis après avec MarcEdit, et ce que je vous ai montré là pour les notices français et anglais, aller chercher qu'un certain type de notice, donc aller chercher une valeur dans une notice pour, par exemple, avoir que les notices de la référence, par exemple, si on n'arrive pas à toutes les exporter avec l'outil. Euh, c'est ça, c'est selon vos besoins aussi. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, je finirai ma formation, mais je voulais, sinon j'attends vos questions. Oui, Anne-Gaëlle. Encore, désolé. Non, non, vas-y, Tu vas-y. parles beaucoup de l'encodage UTF-8. Avant, au début, il me semble que tu parlais du Mark 8. Donc, on l'oublie complètement, le Mark 8? Mais ça dépend d'où viennent les notices. Quand les notices sont exportées de Koha, donc de ton catalogue à toi, ça va être un UTF-8. OK. Maintenant, mais les autres bases de données comme CVE, Kern, ONF, c'est aussi un UTF-8. MarcEdit, parce que l'UTF-8, c'est l'encodage par défaut de Koha. Donc, c'est ce qui va marcher le mieux. Mais c'est juste, si vous savez que votre fichier est en Mark 8, comme Delibris, par exemple, quand il vient de... euh, je pourrais si je le fais vite fait... Attends, je vais... par exemple, si j'importe un fichier Delibris directement dans... non, je pensais qu'il était comme des IP, non? Ok. Si je le laisse en UTF-8, je vais avoir des problèmes d'encodage. J'espère que ça va aller assez vite pour pas... Oui, avec une notice. Marc, je ne sais pas si c'était le bon fichier. Donc là, j'ai téléchargé un fichier Delibris en UTF-8 et donc il y a un problème d'encodage. Donc quand vous voyez qu'il y a un problème d'encodage ici, ben, vous pouvez ne pas importer puis revenir dans dans la gestion, puis là il est téléchargé, donc je pourrais l'effacer pour être sûr de ne plus jamais l'importer et de recommencer en fait l'importation. Et là pour Delibris, en choisissant Mark 8, là ça va fonctionner. Donc c'est selon comment et encoder les notices sur les bases de données. Mais là, en faisant un Mark 8, pour délivrer, ça fonctionne. Mais pour tout le reste, UTF-8, c'est par défaut dans Koha, donc ça devrait fonctionner. Précise dans Pour, dans l'article ou pas, pour les ça? bases de données, euh,
Pour l'encodage? Non, ouais, bah juste Oui, pour je le marque à l'encodage chaque des fois, différentes bases de ce données. qui est par défaut, ce qui va être. Donc, pour Delibris, je Ah, l'avais ok. mentionné que c'était marque 8, mais pour les autres, c'est marque. Pour l'instant, il n'y a que Delibris qui est marque 8. Le reste que j'ai testé, c'était UTF-8. De rien.